Bien, Catherine, donc, directrice générale d'Harmonie Mutuelle, Alexandre, président France d'Adecco. J'avais un chiffre pour toi, Alexandre, 10 000, 100 000, 100 000 contrats de travail par semaine? Oui, même 120 000. Mais... 120 000, oui, voilà, c'est ça, c'est le chiffre que j'avais en tête. On va discuter ensemble autour de deux éléments qui vous intéressent particulièrement et qui sont en lien évidemment avec les grandes tendances que nous a donné Philippe il y a quelques instants, les grandes tendances de Deloitte. Capital humain, mais alors capital humain et dans son enrichissement, dans son développement, et puis la technologie, je le dis au sens large, avec tous les effets de bulle ou pas, j'en sais rien, personne n'en sait rien à ce stade, médiatico-financière autour de l'intelligence artificielle. Catherine, je vais peut-être démarrer avec toi, parce que Philippe disait, au sommet en fait de ces trends, et donc au sommet des 10 000 entreprises que Deloitte a interrogées ces derniers mois, il y a donc le développement des compétences, on l'a bien compris, en interne, considéré aujourd'hui comme stratégique. Ça veut dire que ce n'est pas au-delà de le proclamer, ce n'est pas au-delà de se dire « Ah bah oui, finalement, c'est ça qu'il faut faire ». C'est-à-dire on sent que les entreprises, est-ce que tu partages ça, doivent mettre de véritables plans d'action aujourd'hui autour du développement du capital humain que possède à ce stade l'entreprise. Peut-être juste repréciser d'où je parle. Donc, bien sûr. Harmonie Mutuelle, c'est donc, on est entreprise mutualiste à mission, on a 5 000 salariés, 5 millions de personnes protégées, 70 000 entreprises et 65 branches professionnelles. Donc, quand je réponds à la fois sur nous et nos 5 000 salariés, et sur les 70 000 entreprises, les 5 millions de clients qu'on peut observer à travers un certain nombre d'indicateurs qui ne mentent pas trop, des entrées, des sorties, de l'absentéisme, enfin, etc. D'accord. Moi, je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup aux organisateurs, merci beaucoup à Stéphane, parce qu'on vit un moment, effectivement, que je trouve assez incroyable. J'aime bien l'expression de Jean Viard qui dit mai 68 puissance 5, on n'a encore rien compris à ce qui se passe. Là, il parle du Covid, il parle des confinements, il parle de tout ça quand il parlait du après-Covid sur un certain nombre de dimensions, effectivement, de la façon dont vivent les gens et dont ils travaillent et où ils travaillent. Sociologue, hein, oui, mai 68 puissance 5. Oui. J'aime bien cette expression et je pense que, enfin voilà, vous tous qui êtes dans la salle, là, vous vous posez beaucoup de questions. On a vu ces tendances là qui viennent d'être évoquées et on voit cette émergence de ce terme capital humain, impact humain. Alors on hésite encore un peu sur les terminologies. Et nouveau pacte au travail, dit le président de la République. Oui, nouveau pacte au travail. Dans pacte, effectivement, il y a deux parties. Il y a l'entreprise, les salariés, les collaborateurs. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et une autre façon de le dire aussi, c'est que finalement, on a beaucoup parlé de la RSE depuis longtemps, et là, on est en train de parler du S pour salariés, du S pour santé des salariés, et qui est une des composantes du capital humain. Donc voilà, je trouve qu'on vit un moment particulier, particulièrement intéressant, et on verra dans 5 ans si on peut tirer des bilans finalement des tendances qu'on commence à dégager. Donc je vais peut-être répondre un peu à la question quand même que tu m'as posée. Attends, Catherine, moi je veux poussons ça parce que c'est très intéressant. Alexandre, tu nous donneras ton avis. Cette histoire de mai 60, de combien 5 fois mai 68, ou enfin peu importe. Enfin, voilà. Donc je ne sais pas, on va le faire rapidement. Mai 68, révolution du rapport à l'autorité, voilà, on va le dire comme ça. Et là, c'est bouleversement de l'ensemble des relations de travail. Oui, bah, déjà pendant le Covid, vous l'avez tous vécu, on a vécu un truc très compliqué en tant qu'employeur, c'est qu'on devait prendre, encore plus attention, et on a des responsabilités juridiques et même pénales là-dessus sur la santé de nos salariés, alors même qu'on est théoriquement interdit et on ne nous fait pas confiance pour connaître la réalité de la santé individuelle des salariés. Tu ne dois même pas la connaître. Théoriquement, tu dois pas la connaître, mais quand tu as un climat de confiance dans l'entreprise ou dans une équipe, en réalité, tu la connais.
Moi, j'ai un exemple très concret. Il y a 1 an à peu près, on a fait un travail sur les maladies chroniques, les malades chroniques dans l'entreprise. On a des salariés qui sont venus témoigner. Enfin, c'était un espèce de coming out tout aussi édifiant et émotionnellement fort que ce qu'on peut vivre sur d'autres types de coming out. Voilà, vous voyez bien ce que je veux dire. Et donc, c'était incroyable. Et ces gens-là, ils étaient heureux d'avoir pu partager ça et de pouvoir vivre dans leur équipe de travail avec leur DRH, etc., avec des maladies spécifiques qui font qu'on a besoin d'adapter et ils sont tout autant productifs que les autres, mais pas de la même façon, etc. Et donc, je pense que dans ce que disait Jean Viard et dans ce que j'essaie de reprendre, c'est un peu cette idée de la fin du prêt-à-porter. Et du sur-mesure qui voilà, est plus complexe, plus diffus, etc., mais qui fait qu'on va réussir à établir ce nouveau pacte qui se fait entre un employeur et une multitude de salariés. Si je pousse le truc encore un peu plus loin, Catherine, est-ce que l'entreprise aujourd'hui est obligée de se dire, alors c'était le titre d'un papier dans les Échos hier matin, qui prenait comme accroche le congé menstruel. Est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise est obligée de se dire « je dois m'intéresser à l'intime de mes collaborateurs, j'ai plus le choix ». Ce qui peut quand même surprendre, hein, et on peut être nous, collaborateurs, t'aimes pas ce terme d'ailleurs, hein, on peut être nous, collaborateurs, salariés, participants à la création de l'entreprise et dire « mais j'ai absolument pas l'intention que l'entreprise s'intéresse à ma vie intime ». Ce que je trouve compliqué en ce moment, c'est que c'est fractal. En fait, on n'est plus tellement dans la situation où il faut juste, respecter les gens, quels qu'ils soient. Il faut, il y a une demande d'être non seulement reconnu, mais être apprécié pour sa spécificité. Et donc, du coup, c'est totalement infini. Moi, je ne sais pas comment on fait en tant que dirigeant, en tant que DRH face à ça. Et du coup, la seule voie qu'on ait trouvée, nous, hein, moi, je ne donne aucune leçon, je fais juste des témoignages et des partages d'expériences, c'est de se dire, il faut se dire que cette demande, elle est individualisée, qu'il y a ce souhait de reconnaissance, après on a envie d'y répondre ou pas, et moi plutôt pas. Partir dans le catalogue des actions individuelles. Par contre, avoir une flexibilité, une offre riche qui va permettre, et de la pousser, qui va permettre aux salariés qui doivent être acteurs d'aller chercher le bon dispositif dont ils ont besoin, c'est probablement ça auquel on est confronté. Mais de là à dire, il y a quand même un peu de com autour de ça. J'ai regardé certains dispositifs qui ont été annoncés sur le congé menstruel. Enfin, quand vous voyez, je ne citerai pas de nom, vous regarderez de près si vous êtes intéressé, sur certains dispositifs pour l'obtenir. Enfin, c'est pas juste, chef, ce matin je viens pas, j'ai mon congé menstruel. Hein. Donc voilà, Alexandre, arrête là. Est-ce que tu réfléchis à l'ensemble de ces questions qui nous amènent au-delà, mais voilà, et tu as cité Jean Viard, il faut qu'on l'assume, qui nous amènent évidemment au-delà du quotidien du développement du capital humain? Alors, il y a plusieurs choses, parce que dans ce qu'on vient de dire, premièrement, je pense qu'il y a une modification très importante du rôle de l'entreprise, et même depuis deux dernières années, je trouve, c'est un peu comme si on était passé de l'État-providence à l'entreprise-providence. Ouais. C'est très bien d'une certaine manière, parce que ça donne un rôle central à l'entreprise. Je fais une incise, je pense qu'on parle beaucoup du futur du travail, mais c'est aussi le futur de l'entreprise, on ne peut pas les déconnecter. Ça, je pense qu'il y a un petit sujet, il y a un glissement sémantique en ce moment dont on doit... à propos duquel il faut qu'on soit vigilant. Ouais. Quand je dis l'entreprise-providence, c'est intéressant parce que d'une certaine manière, notamment pour les DRH, ça veut dire qu'il y a un rôle absolument central dans l'accompagnement d'ailleurs, je sais pas comment dire, des travailleurs, on parlait de ça tout à l'heure, parce que de ceux avec qui on travaille. Travailleurs, collaborateurs, salariés. Non, parce que pas que ceux qui travaillent pour nous, mais quand je dis l'entreprise-prévidence, aujourd'hui, on attend d'une entreprise qu'elle soigne. Tu citais un certain nombre de dispositifs. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de réémerger, ou d'émerger tout court. La question de la santé mentale devient absolument centrale. Les entreprises sont sollicitées là-dessus. Une entreprise qui corrige les inégalités. Mon groupe fait beaucoup d'actions en matière de correction des inégalités, d'insertion, de diversité. L'entreprise qui doit former tout au long de la vie, je pense que c'est évidemment important, mais ça veut dire qu'elle corrige aussi les inégalités de formation en amont.
Donc ce qui est en train de se passer autour de l'entreprise, c'est complètement différent de ce qui se passait il y a 20 ans. Et si on avait la discussion il y a 20 ans, en fait, les thèmes seraient complètement différents et ce que je dirais là semblerait presque aberrant. Donc ça, c'est les changements très importants. Ça, c'est le premier point. Je pense que c'est l'entreprise-providence. Le deuxième point fondamental, c'est les compétences. Ça, il faut le marteler, le marteler, marteler. Il y a des chiffres qui ont été donnés tout à l'heure. Il y a des chiffres qui n'arrêtent pas de revenir sur 50% des emplois qui seront nouveaux. Il y a l'obsolescence des compétences. Pour un métier donné, dans les années 80, les compétences étaient de 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, elles peuvent descendre jusqu'à 3 ans pour un métier donné, y compris des métiers col bleu, y compris pour des caristes. Un cariste, il y a quelques années, c'était essentiellement des compétences liées à la force physique, puis la conduite d'engin, puis la téléconduite d'engin, puis pourquoi pas maintenant commencer à manipuler une tablette. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que pour un métier donné, et pas juste, là je ne parle pas juste de cyber ou de ce qui veut dire, pour un métier donné, les compétences vont changer. Donc ça veut dire que l'entreprise doit intégrer le fait qu'elle doit changer ses compétences en permanence. Ça veut dire que le capital humain doit être vraiment conçu maintenant comme du capital, Gary Becker, les années 70, mais ça veut dire qu'il faut vraiment voir que quand j'investis dans du capital humain, mon actif prend de la valeur, de même que quand j'investis dans du capital technique, là, il prend de la valeur, sauf que les normes comptables sont capables d'intégrer ça pour le capital technologique, mais pas pour le capital humain. Donc quand on investit dans du capital humain aujourd'hui, ça reste un coût, c'est pas un investissement. Donc ça veut dire qu'on joue un peu contre son propre camp, à un moment où il faut régénérer de la compétence en permanence. Un individu qui va rentrer sur le monde du travail aujourd'hui va avoir 13 à 15 métiers différents au cours d'une carrière. Donc tout ça, on n'est pas complètement armé pour le faire. Ça veut dire, Alexandre, la grande rupture de ces 5 dernières années, c'est que les bilans maintenant intègrent un prix du carbone. La grande rupture des 5 prochaines années ou des 10 prochaines années, c'est qu'il va falloir que les bilans intègrent un prix des compétences. Le prix des compétences, le coût des compétences, l'investissement dans les compétences, le fait qu'il faut raisonner, en plus là on est en France, donc c'est-à-dire France Société du Diplôme, ça veut dire que ce que j'ai eu au démarrage, si j'ai le bon diplôme, c'est une franchise, c'est comme Marvel, tout au long de ma vie, hop, je tire dessus et c'est formidable, que j'ai fait mes preuves ou pas mes preuves. J'ai le mauvais diplôme pour une raison X ou Y, je suis condamné. Donc ça veut dire que là où on a toujours raisonné un peu en stock de compétences, c'était quoi le monde d'avant ? C'est j'ai un stock de compétences, vers 22-23 ans, j'ai acquis ce stock, pouf, ça déroule tout au long de ma vie. Je caricature, mais c'était quand même ça, avec des catch-up une fois de temps en temps, mais pas guère plus. Aujourd'hui, je dois raisonner en termes de compétences. Du coup, on m'a coupé le micro. Mais c'est pas grave. Merci Catherine. Donc, si je raisonne en termes de flux de compétences, ça veut dire que dans la dynamique de recrutement, je dois être beaucoup plus attentif à des soft skills, à la capacité. Les soft skills, c'est ce que quelqu'un a en lui, en soi. Et ça, on ne peut pas lui enlever, c'est son patrimoine. Nous, dans le groupe Adecco, c'est essentiellement des personnes dites col bleu. Donc c'est des gens, ça c'est une vérité, c'est très compliqué pour eux, parfois d'admettre qu'ils sont autre chose que le poste qu'ils occupent. Ils pensent qu'ils sont le poste. Non, ils occupent un poste. Et quand on sait qu'ils occupent un poste, merci Stéphane, vraiment, tu vois, ça change changement des métiers, et compétences, voilà, agilité, bravo. Donc là, soft skills, donc c'est parfait. Vas-y. Et donc ça veut dire aussi que nous, on doit arriver à recruter beaucoup plus en termes des soft skills. Donc pour moi, tu as déjà ces deux changements, l'entreprise-providence qui interroge et cette question centrale des compétences, ce qui signifie voir une trajectoire tout au long de la vie, des processus de recrutement qui soient radicalement différents. Ça veut dire intégrer, alors le mot n'est pas joli parce que ça fait un peu salmigondi moderne, mais, enfin de l'époque, mais dire l'entreprise doit être apprenante. Tu sais, on dit tout le temps c'est apprenant, mais bon, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ta responsabilité de chef d'entreprise, c'est de former tout au long de la vie. Donc pour moi, c'est ces deux modifications importantes. Pardon, j'en ai une troisième parce qu'elle nous concerne tous. Et je crois qu'on ne peut pas être lucide parfois sans être un peu inquiet. Il y a un troisième sujet qui émerge fortement aujourd'hui, et ça nous concerne dans les entreprises, mais qui est lié un peu à ce contrat social qu'il faut renouveler. C'est aussi la question du partage de la valeur, parce que c'est aggravé, je crois, par les changements technologiques importants qu'on a aujourd'hui. Pourquoi je dis ça ? Parce que je l'observe avec parfois là de l'inquiétude, c'est-à-dire qu'on a presque 4 catégories sociales qui sont en train d'émerger et de diverger aujourd'hui. Des gens dans les métiers des services, potentiellement très mal payés et précarisés. Des petits jobs, je dirais, col blanc, bas des cols bleus, qui sont une classe moyenne paupérisée et aidée par des subventions ou par des aides comme ça. Des gens un peu comme nous, qui sont les administrateurs de l'Empire, on s'en sort, mais enfin on verra, on voit le décalage par rapport à d'autres pays. Et puis ensuite, les gens tous ceux qui sont très enrichis par le capital. Et ça dans les entreprises, ça se tend très 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 fortement. D'accord Alexandre, mais
Malheureusement, nous n'avons que 20 minutes. Et je lance les sujets. Alors, focalisons-nous sur les compétences et l'entreprise Providence. Si on part là-dessus, je suis moi-même intarissable. Catherine, moi, parce qu'une fois qu'on a défini tout ça, c'est passionnant. Il y a une boîte à outils derrière à mettre en place. C'est quoi la boîte à outils d'Harmonie Mutuelle pour essayer de développer les compétences en interne? Moi, il y a un terme que j'aime bien qui peut-être montre un peu l'ampleur du défi qu'on a, c'est le terme de requalification. C'est-à-dire on a des salariés où on recrute des salariés et ce que vous venez de dire, c'est que les connaissances allaient être périmées rapidement et qu'il faudrait en acquérir de nouvelles, où qu'on soit dans l'organigramme. Ça, c'est peut-être un peu la nouveauté, de la tête à la base et réciproquement. Et donc, partir de la conviction qu'on peut être sur un type de compétences techniques et à partir des soft skills qu'on détient, être capable de basculer sur un autre type de compétences techniques qui n'a rien à voir, ça c'est quelque chose qu'on essaie vraiment d'encourager. Sur les recrutements, moi j'aime bien la règle des 3 tiers, c'est-à-dire un tiers de recrutement externe, un tiers de recrutement interne, on va dire promotion dans la même filière, et un tiers de recrutement interne, changement de métier. Et sur les nouveaux sujets, j'ai un exemple par exemple en tête. En 2021, on a créé une direction santé et écologie. Tout le monde voit bien pourquoi maintenant, mais à l'époque, c'était qu'il y a 2 ans, on le voyait peut-être un peu moins. Et la personne qui s'en occupe, c'est quelqu'un qui est depuis très longtemps chez Harmonie Mutuelle, qui n'était pas du tout sur ces sujets-là, mais qui s'est passionné, qui s'est formé. Et aujourd'hui, il est non seulement reconnu en interne, mais en externe sur ces sujets-là. Et le fait qu'il ait cette connaissance intime et ancienne de l'entreprise, dans sa capacité de polliniser, de déployer des choses qui sont un peu nouvelles, un peu étrangères. Quand on est déjà adopté par le corps social, on peut plus facilement partager et convaincre qu'il faut aller sur des nouveaux chemins que quand on est un externe qui vient expliquer entre guillemets sa science. En tous les cas, on a le risque d'être pris comme ça. Et donc, dans la boîte à outils, il y a vraiment ce côté être acteur, comme je le disais, et s'engager, et l'entreprise en donne les moyens, dans des formations et des changements de métier. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. Et il y a l'aspect formation, mais il y a l'aspect convaincre celui dont tu penses qu'il a le potentiel pour évoluer dans le sens que tu viens de décrire. Mais encore faut-il qu'il le veuille. C'est-à-dire, lui, il est, mais attendez, moi je suis producteur, je suis au sein d'une business unit, j'ai envie d'y rester, j'ai envie de continuer à rapporter du chiffre, des clients. Enfin, tu sais, ça me fait penser au problème qu'on avait quand il fallait féminiser un certain nombre de niveaux et de cercles. On disait, on ne trouve pas de femmes. Ce qui était vrai d'ailleurs. On n'en trouvait pas, il fallait aller les chercher. Moi, quand je suis arrivée il y a 7 ans, il n'y avait aucune femme directrice commerciale, par exemple. Et les commerciaux en place me disaient, excusez-moi, mais me disaient, c'est pas un métier de femme, tu vas pas nommer une femme. Il y a 7 ans. Oui, c'était pas au siècle d'avant. C'est pas au siècle dernier, non, c'est ça que je veux dire. Et donc, à partir du moment où vous obligez en finale sur un poste à avoir un homme, une femme, vous allez les chercher, les femmes. Et effectivement, parfois c'est long, mais si, t'en es capable, mais je t'assure, mais on va t'aider, prends ton risque, c'est pas très grave, etc. Et sur les autres changements de métier, c'est la même chose. J'ai plein d'exemples en tête et on n'a que 20 minutes, donc je ne vais pas le faire. Mais effectivement, s'il y a une volonté d'entreprise, il y a des solutions, il y a des chemins. Ça, j'en suis profondément convaincue. Alexandre, c'est la technologie aussi, évidemment, qui nous intéresse. Là, on a l'émergence GPT qui nous fait tous profondément réfléchir. Comment est-ce que, alors j'imagine qu'un groupe comme Adecco est au cœur de l'ensemble de ces transformations. Comment est-ce que tu vois les choses? Comment tu réfléchis à tout cela? Est-ce que ça va aller aussi vite qu'on le dit? Est-ce que ça va nous bouleverser à ce point-là? Je pense que ça va nous bouleverser. La question, c'est à quelle vitesse, et la question, c'est si on le subit ou si simplement on agit. Donc, pour revenir à la question de la formation, le sujet central, et malheureusement je ne le vois pas émerger suffisamment, c'est de dire comment est-ce qu'on va former les gens à l'usage de ChatGPT, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui sont déjà potentiellement complètement disruptés, ou des activités qui sont disruptées. On peut le faire avec, je le faisais sans malice, mais simplement refaire certains exercices, notamment, ou certaines tâches
administratives de génération de texte ou de courrier ou autre, quand on donne les inputs à ChatGPT, on a le résultat en 30 secondes, là où ça peut prendre une journée. Donc en fait, il y a quand même un potentiel de... faut dire les choses, hein, il y a un potentiel de destruction massive d'emplois si on n'y prend pas garde. En revanche, si on inverse les choses et qu'on se dit... les postes vont rester. C'est pour ça que c'est intéressant la dialectique poste, emploi et autres, parce qu'on peut dire, je suis très favorable à l'idée de skill-based organization. Pour autant, en fait, il y a des postes qui vont rester, mais ce n'est pas les mêmes métiers qu'on fait dans un même poste. C'est-à-dire que si vous prenez un juriste d'entreprise, à un moment donné, il y avait par exemple une connaissance de la jurisprudence, la rédaction de texte, le début d'un conseil. En fait, demain, je ne sais pas quand est-ce demain, on peut s'attendre à ce que cette même personne soit beaucoup plus dans l'usage d'un outil comme ChatGPT 25 à ce moment-là, qu'à simplement refaire ce qu'il faisait avant. Mais c'est là où il y a cette espèce de vigilance et ce devoir d'anticipation. Et ça, c'est sur la partie ChatGPT. Il y a eu la même discussion, si tu veux, sur la robotisation, dont on a dit qu'elle était extrêmement destructrice d'emploi. Elle n'est pas destructrice d'emploi partout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle change considérablement les métiers de la maintenance. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais on a encore besoin de ces postes, mais simplement pas au même endroit. Mais il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire ce serait irresponsable de notre part à tous, d'ailleurs, d'être naïf, ou comme j'ai eu la discussion avec quelqu'un du métier il y a peu de temps, qui disait non, mais ça ne va pas prendre, etc. Ça finit toujours par prendre d'une manière ou d'une autre, donc il faut simplement s'y préparer. Mais tout ce qui est tâche, dès que tu dois maintenir, par exemple, manipuler un lexique relativement codifié, donc avec peu d'ambiguïté, donc le juridique s'y prête bien. C'est juste un exemple. La matière des ressources humaines aussi, enfin pour toute la partie technique des ressources humaines peut s'y prêter également. Là, il y a un danger évidemment de disruption par ChatGPT. Et pour autant, je pense que ça permet de redéplacer complètement l'apport de valeur des individus qui occupent ces métiers. Encore une fois. Si je sors de GPT et si je m'intéresse aux outils que vous essayez peut-être de développer et qui vous permettent justement d'avancer vers des recrutements plus fins, vers des propositions plus fines que vous pouvez faire aux entreprises. Si on prend la technologie t'apporte. Si on prend notre propre métier, ce vers quoi on doit tendre, c'est sans doute premièrement une mise à plat via la data de ce que sont plutôt les soft skills, parce qu'en fait, si on n'arrive pas à capturer les soft skills de manière scientifique, c'est pas éthéré les soft skills. Donc c'est la mise à plat des soft skills et donc raisonner en termes de bassin d'emploi ou de zone d'emploi ou de potentiel d'emploi, mais plutôt sur des bases de soft, en se disant en fait j'ai un pool, donc déjà on enrichit considérablement le potentiel d'employabilité. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans les soft skills, tu dis je veux un cariste qui a déjà été cariste, je veux un technicien en fibre optique qui a déjà été un technicien en fibre optique, aujourd'hui tu as une pénurie, tu n'y arrives pas. Si tu as étalé via la data les soft skills, déjà tu as complètement ouvert le champ. Ensuite, si tu as un outil, et ça c'est sur quoi on travaille on avait fait une acquisition il y a 2 ans qui s'appelle Kappa et elle nous aide à le faire, et ça c'est avec c'est la machine, c'est l'algorithme qui apprend. Tu utilises un outil de matching qui te permet en fait de faire matcher, de faire un appariement entre ces soft skills et l'emploi qui est proposé. Et la bonne nouvelle, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y a une augmentation de 20 points dans les offres d'emploi qui mentionnent explicitement les soft skills. Alors, est-ce que c'est politiquement correct de la part des recruteurs en disant on veut quelqu'un qui ait des capacités relationnelles? C'est assez simple, ça commence par ça, mais à un moment donné, on va approfondir. Mais ça veut dire que les recruteurs, et ça je trouve c'est moderne, positif, et c'est tout tourné vers l'avenir, ont compris qu'en gros, on ne recrute pas l'armée des clones et simplement le mouton à 5 pattes qui a déjà fait le job d'hier pour faire celui de demain. Tout à fait. J'ai juste un souvenir, parce que la créatrice de Kappa, donc avec un Q, qui s'appelle Stéphanie Delestre, la première fois qu'on s'est rencontrés il y a plus d'une dizaine d'années, elle me disait, mais très sérieusement, mais je vais éradiquer le chômage. Tu disais, mais enfin Stéphanie, non, mais c'est pas une plaisanterie, je vais éradiquer le chômage. Par cette approche que tu viens de décrire, sa conviction, c'est qu'effectivement, on va bien davantage développer l'emploi. Et ce qui était finalement il y a 10-15 ans, bon, ok, super, il va y avoir moins de chômage, devient maintenant en fait une donnée capitale pour les entreprises pour aller chercher des publics, et ça on va le voir tout à l'heure avec Disney, des publics qu'elles ne pensaient jamais pouvoir atteindre et aller chercher. Éradiquer le chômage, 3 choses. 1, ce que disait Stéphanie, c'est-à-dire soft, apparemment soft avec ce qu'on vient de dire. Deuxièmement, la formation. Catherine en a parlé, il y a beaucoup de dispositifs intéressants en France, mais simplement c'est une usine...
c'est une boîte à outils qui a parfois la tête d'une usine à gaz. Donc ça, il y a un gros travail des pouvoirs publics pour rendre ça beaucoup plus fluide. Mais en fait, on a la FEST, on a la VAE inversée, on a beaucoup de choses. Enfin, je m'adresse à des spécialistes. Donc c'est beaucoup de choses qui permettent de te projeter. Sauf que les chiffres sont malheureusement encore pulmonaires. Et ça, il faut que ça change. Mais on a ces dispositifs. La troisième chose qui est plus compliquée à changer, et je suis désolé, donc là, on va retomber de plusieurs étages, mais c'est la réalité, c'est tout simplement la géographie. C'est bête, mais c'est comme ça. Il y a une espèce de limite à 25-30 km à trouver un nouveau job. Et donc, tu as des endroits où le taux de chômage est à 2%, tu as d'autres où il y a 13%. Ceux du Nord, on ne va pas les faire aller dans l'Aveyron ou en Vendée comme ça. Donc ça suppose aussi des changements dans les pouvoirs publics. Catherine. Oui, en écoutant Alexandre, là, je me disais qu'il y a une condition pour ça, parce qu'on est en train de parler de ça, et en même temps, quand on regarde un indicateur qui est le taux d'absentéisme, il augmente sans cesse en France, enfin de façon régulière, malgré la baisse du chômage, etc. Personne ne connaît le chiffre, on en parlait avant de venir, voilà, on dit que c'est autour de 100 milliards par an en France, mais voilà, il y a de quoi financer beaucoup de requalifications. Tu veux dire le coût de l'absentéisme ? Le coût de l'absentéisme en France, voilà, on a vu certaines études, on est entre 25 et 100 milliards, d'après ce qu'on a vu, la police ou les manifestants, on ne sait pas. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on veut créer une dynamique, il faut rentrer dans un cercle vertueux, un cercle de confiance dans lequel les salariés croient en leur capacité à changer, croient en leur capacité à se former, à ce qu'on leur offre le job d'après qui va leur permettre de, soit dans l'entreprise, soit dans le bassin d'emploi, effectivement, parce que c'est un sujet local et interentreprise. Et ça, en tant qu'acteur de protection sociale, encore une fois, on le constate beaucoup. C'est probablement l'un des déclencheurs sur lequel, quand on est DRH, quand on est dirigeant d'entreprise, on peut utilement travailler. Merci Catherine, merci Alexandre, merci d'avoir échangé devant vous. Merci pour votre attention.